Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une suite de 2 épisodes. Pourquoi? Parce que j'avais énormément d'idées, de questions et de phrases à vous transmettre, à vous partager autour des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et lorsque j'ai commencé à voir le contenu que ça pouvait créer, je me suis dit que ce serait beaucoup plus judicieux de faire ça en scindant le gros épisode en 2 épisodes pour que ce soit beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à écouter et que ce soit moins dense. Donc aujourd'hui, ce sera la première partie. Je vais vous partager 4 voire 5, mais je pense que ce sera plutôt 4, les 4 premières questions à vous poser. Ce sont des questions ou des phrases, j'ai mis questions dans le titre, mais ça peut être également des phrases, plus, affirmatives, on va dire, et sans, la forme d'une question. Ce sont des questions ou des phrases qui, moi, quand je les ai vues, entendues, écoutées, ça m'a vraiment créé un petit électrochoc, ça m'a fait prendre du recul sur certaines choses par rapport à mes habitudes, mes comportements, mes pensées, moi, ma personne, enfin, une petite remise en question comme moi je les adore, donc j'espère que ça vous parlera. Donc aujourd'hui, ce sera les premières questions et je pense que ce sera vraiment mieux pour vous d'écouter d'abord donc l'épisode d'aujourd'hui et ensuite la deuxième partie, mais ça je le préciserai dans l'introduction de la deuxième partie justement, parce que à mon avis, ça va vraiment faire sens d'écouter ça dans l'ordre, parce qu'il y a vraiment des notions dont on va parler dans les premières questions, qu'on va reprendre dans les questions qui suivent au sein même de l'épisode d'aujourd'hui, et ce sera pareil avec l'épisode de la semaine prochaine. Parfois, ce n'est pas du tout évident pour moi de doser la quantité et surtout la densité d'informations et de contenu dans chaque épisode. Donc, notamment pour les 2 épisodes, donc celui du jour et le prochain, n'hésitez pas à mettre en pause par moment quand vous sentez que vous avez besoin de couper, de prendre du recul, d'intégrer les informations, de digérer ou simplement de souffler. N'hésitez pas, et surtout ces épisodes-là, vous pouvez les réécouter également. Si vous voyez qu'il y a 60% des infos qui sont passées à la première écoute, n'hésitez pas à le réécouter quand vous en avez envie. Ça peut être une semaine après, ça peut être 2 mois après, ça peut être 8 mois après. Pas de souci, des fois ça aide vraiment à capter d'autres informations selon les moments dans lesquels vous êtes, selon les phases de vie dans lesquelles vous êtes en ce moment. Et voilà, parfois c'est ça aussi qui va vous aider à mieux gérer la densité, même si moi de mon côté j'essaye de, de doser au mieux. Je vous laisse avec l'intro et on démarre tout de suite après avec la première question. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps comme dans tes pensées, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond vraiment. Plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien, et plus tu réussiras à vivre pleinement. Donc c'est dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour chacune des phrases et des questions que je vais vous partager, comme je vous le disais juste avant, ça a été des mots qui ont énormément résonné en moi à des périodes bien particulières de ma vie et qui m'ont aidé à évoluer, à grandir sur de nombreux aspects de ma personnalité, à mieux me comprendre, etc. Donc ça a vraiment été comme je le disais, des petits électrochocs, des petites claques, comme j'aime à dire, même si l'expression n'est pas top parce que c'est assez violent, mais en tout cas vraiment comme s'il y avait des lumières qui s'étaient rallumées dans ma tête, où je me suis dit ah oui, mais c'est vrai que j'avais pas vu la chose comme ça, j'avais pas forcément interprété ça comme ça ou compris ça comme ça, et moi ça m'a énormément aidé à évoluer. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à déconstruire certaines choses, certaines habitudes dans mes comportements, mes réactions, mes pensées, comme je le disais tout à l'heure aussi. Ça m'a vraiment, cette notion de déconstruction, de voir qu'il y a des choses que je faisais, que je disais, ou même que j'étais par habitude, alors qu'en réalité, je pouvais complètement sortir de ce rôle-là, ce personnage-là, cette étiquette-là. Bref, on va en parler plus tard. Mais voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. En revanche, je suis désolée, mais pour chacune de ces phrases, je n'aurai pas la source directe, parce qu'il y a vraiment des choses qui se sont recoupées, il y a des phrases que j'ai notées depuis super longtemps, donc ça peut être tiré de livres, ça peut être tiré de podcasts que j'ai écoutés, ça peut être tiré de formations ou de coaching Kiro, ça peut être des formations autres que Kiro aussi. Enfin, ça peut être plein de choses, ça peut être des citations que j'ai vues plusieurs fois, enfin des citations, des phrases, des questions, des questionnements, ou en tout cas des idées que j'ai vues plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Donc
je suis désolée, je n'aurai pas les sources précises, mais voilà, je vais vous présenter les questions et les phrases et j'espère qu'elles feront sens pour vous et qu'elles vous aideront à réveiller certaines parties de vous, à mieux comprendre certaines choses et qu'elles vous aideront également à évoluer. La première question, je voulais absolument commencer par celle-là et amener cette notion-là, amener cette idée-là. La question, ça va être, est-ce que tu essayes d'être parfait ou parfaite ou est-ce que tu essayes d'être toi? Cette question, pourquoi? Parce qu'il y a quelques années de cela maintenant, j'ai vraiment eu un espèce de déclic à un moment par une conjonction d'événements, on va dire, une accumulation de plein de choses, où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses, donc beaucoup de mes actes, beaucoup de mes paroles, beaucoup de mes comportements que je faisais, que je réalisais parce que je voulais, entre gros guillemets, être parfaite. Faire les choses parfaitement, en tout cas faire les choses comme on me demandait de les faire et comme les personnes en face de moi s'attendaient à ce que je les fasse. Et le fait de commencer à m'observer, à voir ce genre de comportement-là, à comprendre le pourquoi du comment qui était caché derrière, à essayer de déconstruire ça et de désautomatiser certaines de mes réactions, que ce soit moi en interne, vraiment dans mon discours interne, dans comment je me parle, comment parfois je culpabilisais sur certaines choses, comment je m'en voulais par rapport à certaines autres choses, comment je réagissais moi-même face à mes comportements, mais également comment je pouvais agir ou réagir avec d'autres personnes, que ce soit dans le contexte professionnel ou, et surtout presque même, dans le contexte personnel. Et de déconstruire ça au fur et à mesure, ça m'a énormément aidé. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais attaquer cet épisode qui, j'espère, vous aidera à faire bouger des choses dans vos têtes déjà. Ensuite, ça viendra peut-être dans vos vies, mais dans vos têtes, qui des choses qui soient un peu plus claires, que vous posiez des questions, que vous remettiez en question et vous remettiez en cause certains éléments en fait de votre comportement, donc sans, encore une fois, sans culpabilité. Et le but c'est juste de se rendre compte des choses, de se dire ah mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à réagir comme ça dans ce type de situation-là, mais en fait, est-ce que je pourrais pas réagir autrement ou est-ce que je ne pourrais juste pas réagir à ce qui vient de se passer et passer mon chemin et voilà. Bref, je vais expliquer un peu tout ce que j'ai envie d'aborder derrière cette question-là, mais déjà, si la question résonne particulièrement, donc est-ce que tu essayes d'être parfait ou est-ce que tu essayes d'être toi? Prenez le temps, donc vous me mettez en pause, et prenez le temps de voir ce que ça crée en vous. Est-ce que ça crée un sentiment particulier? Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas du tout? Est-ce que vous avez le néant devant vous, que ça ne vous inspire rien? Ou est-ce qu'il y a des éléments de vos vies, de vos comportements, des relations avec certaines personnes qui viennent comme ça, qui pop un peu et qui sans que vous ayez besoin de mentaliser nécessairement, mais prenez quelques secondes si vous voyez qu'il y a des choses qui arrivent à votre esprit en premier. La notion d'être parfait, alors personne n'est parfait, voilà, on n'est pas dans un cliché de il faut être le meilleur, la meilleure, être parfait, parfaite dans tous les domaines, pas du tout. Mais je pense que la notion de perfection, d'être parfait, je pense que ça vous parlera. Et en fait, moi, je l'ai un peu associé à, ok, si je suis parfaite, si je veux être parfaite, si je sous-entends que je suis parfaite, c'est que je suis parfaite auprès de quelqu'un. Je suis parfaite auprès de quelque chose, donc que ce soit une entité, que ce soit la société, que ce soit mes parents, que ce soit mon conjoint, que ce soit mes enfants, qu'importe. Mais il y a quelqu'un qui va considérer que je suis parfait ou que je suis parfaite. Parce que pour moi, la perfection, c'est quand on répond à des attentes, quand on coche des cases en réalité. Être parfait, c'est faire ce qu'on attend de nous. Oh, elle a fait ça, c'est parfait. C'est comme quand on est à l'école, qu'on fait une dictée, on ne fait pas de faute, on a 20 sur 20. C'est parfait parce qu'on a 20 sur 20, parce qu'on est évalué sur l'orthographe et la grammaire de certaines phrases à la suite d'un bout de texte et on les écrit à la perfection parce qu'on les écrit comme ils doivent s'écrire et donc il n'y a pas de faute et donc on a 20 sur 20 et donc c'est parfait. Je pense que vous voyez ce que je veux dire avec cet exemple-là. Mais du coup, dans notre vie de tous les jours, parfois, on peut avoir tendance, consciemment ou inconsciemment, hein, je suis persuadée que ça arrive à tout le monde, quel que soit le domaine. Donc des fois, ça peut être un domaine très ciblé, et parfois, c'est plus quelque chose de plus large dans la personnalité, je dirais, même si c'est pas un trait de personnalité, à mon avis. Mais bon, bref, en tout cas, que ça touche à plusieurs des domaines de votre vie. Donc quand je dis domaine, c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont essayer
d'être parfaits dans ce qu'ils font au niveau du travail et en revanche, dans les domaines, personnels, vont être un peu plus, en détente, on va dire et il y a des gens, ça va être un peu dans tout leur domaine de vie. Et si on reprend cet exemple de la dictée, en fait, quand on se dit: «Ouais, moi je veux être, parfaite, je veux être, je sais pas, la conjointe parfaite, je veux être l'amie parfaite, je veux donner le meilleur de moi-même», donc ça, c'est encore un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais en tout cas, ce côté d'être au meilleur possible. Donc est-ce que quand vous dites ça, vous considérez: «Bah, je donne du meilleur de moi en fonction des circonstances», c'est-à-dire que si on parle d'une amitié avec quelqu'un, admettons, si vous êtes, super bien dans votre vie, bah, ça va être plus facile d'être là, d'être présent, d'être à l'écoute pour les autres. En revanche, si vous traversez une période très compliquée, vous, dans votre vie, vous allez peut-être moins être disponible émotionnellement, mentalement et même avoir moins de temps disponible pour les autres. Ce qui est, à mes yeux, très normal, voire très sain, voire mieux que de faire comme si de rien n'était. Bref, et est-ce que quand vous dites, «Je suis au meilleur de moi-même», enfin je donne le meilleur de moi-même à, mon ami, enfin voilà, mes amis, est-ce que c'est, en prenant compte des circonstances de votre vie? Donc je donne le meilleur de moi, mais en fonction de ce que j'ai la possibilité de donner pour l'instant. Donc, ma jauge, elle reste à 100, mais aujourd'hui ma jauge, elle est beaucoup plus petite parce que je suis exténuée, parce que j'ai des problèmes au travail. En revanche, les périodes où tout va bien, bah, je donne 100 de ce que je peux et de ce que je veux donner. En revanche, ma jauge, elle est 1000 fois plus grande. Je sais pas si c'est clair, j'espère vraiment que c'est clair. Donc bon, ça c'est une parenthèse par rapport au fait de donner le meilleur de soi, etc. Mais ça rejoint un peu cette notion de perfection, donc il me fallait l'aborder, je pense. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression que dans certains domaines de vie, ou dans certaines relations, je pense que ça peut être très présent avec les relations personnelles ou professionnelles, c'est super intéressant de, vous pouvez le mettre à l'écrit ou simplement le mentaliser, mais de penser à deux trois relations complètement différentes. Donc ça peut être la relation que vous avez avec votre supérieur hiérarchique au travail, si vous en avez un. Ça peut être votre relation encore au niveau pro avec vos clients ou vos patients. Ça peut être vos relations au niveau plus perso avec vos parents. Parfois, nos relations entre notre père ou notre mère va complètement varier. Ça peut être la relation avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos amis proches. Et essayez de voir si vous êtes déjà dit, ok, là, il faut que je réponde à des attentes et je pense que c'est mieux que je fasse ça ou que je dise ça parce que je pense que la personne en face attend ça de moi. Si on prend l'exemple des parents, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous avez dit ou fait, où vous vous êtes comporté d'une manière où vous avez dit ok, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas forcément moi, mais je vais le faire quand même, je vais me forcer un peu, je vais voilà, me pousser un peu, parce que voilà, je pense que la personne en face de moi, donc mon père, ma mère, mes parents, attendent ça de moi. La réponse, je vous arrête tout de suite, normalement c'est oui. On l'a tous fait, on le fait tous, et je pense que c'est plutôt normal. En revanche, là, je vous parle pas forcément d'exemples où vous avez un week-end en famille prévu, vous avez la flemme d'y aller parce que vous êtes fatigué, qu'il y a des choses qui vous prennent la tête dans votre quotidien. Mais vous vous dites, bon, allez, c'est prévu depuis longtemps, c'est pour l'anniversaire de maman, il faut que j'y aille. Là, on parle pas de ce contexte-là. Là, je vous parle plus de comportements et de paroles et d'actions qui sont beaucoup plus minimes. Donc ça peut être quand vous abordez un sujet avec la personne, ou par exemple vos parents, donc vous abordez un sujet, et en fait vous n'osez pas forcément aller sur ce terrain-là, ou vous n'osez pas forcément vous exprimer de telle ou telle manière parce que vous avez peur que ça ne réponde pas aux attentes de la personne qui est en face. J'espère que vous saisissez la nuance. Encore une fois, c'est normal que ça arrive et ça arrive dans plein de contextes différents, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro. Et si on prend l'exemple du pro, évidemment qu'au travail, vous avez, enfin, vos supérieurs, vos collègues ont des attentes vis-à-vis de vous, et je pense que c'est normal, c'est un peu aussi la base de la confiance qu'il va y avoir entre collègues ou au sein de votre entreprise, au sein de votre équipe, etc. C'est normal qu'il y ait cette notion de il faut cocher des cases ou répondre à des attentes. C'est totalement normal. Ce que je veux juste vous faire comprendre et que vous, ouais, que vous commenciez à voir, à saisir et à remettre en question et à remettre en perspective notamment, c'est qu'en fait, la notion de perfection, ça c'est pas nouveau, mais c'est très subjectif. C'est-à-dire que selon
l'endroit dans lequel vous avez grandi, que ce soit le pays, que ce soit la ville, que ce soit le milieu social, que ce soit la famille dans laquelle vous avez grandi, que ce soit l'éducation que vous avez reçue, que ce soit l'école dans laquelle vous avez été, les camarades que vous avez eus à l'école, les profs que vous avez eus surtout jusqu'à vos 15 ans, on va dire, pour dire des chiffres très larges. En fait, tout ça, ça va participer à votre construction en tant que personne, en tant que personnalité, en tant qu'identité. Donc en fait, il y a plein de choses qui se sont définies, même si ce n'est pas du tout figé dans le temps, mais il y a plein de choses qui se sont un peu inscrites en vous comme des normes, ou comme, là, vu qu'on parle de perfection et d'être parfait, peut-être que vous avez grandi dans un milieu où on vous a dit que si vous étiez premier ou première de la classe, vous serez parfait, et que si c'est pas le cas, ben, on serait un peu déçu. Alors c'est jamais dit aussi explicitement que ça, évidemment, mais je prends un exemple assez bateau, avec une pression potentiellement que les parents, que toute la famille, que les profs, que plein de gens ont pu vous mettre dessus. Cette information-là, quand vous grandissez, elle va vous aider d'une manière ou une autre, mais en tout cas va vous faire grandir. Vous allez vous construire autour de ça, comme si vous étiez une plante et qu'on vous met un tuteur. Vous avez un espèce de guide qui vous dit, ok, si tu veux atteindre la perfection, ou en tout cas tendre vers cette idée-là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Encore une fois, c'est jamais aussi clair que ça. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et puis il y a plein d'informations qui peuvent se croiser, s'entremêler entre les infos que vous avez à la maison, les infos que vous avez à l'école, etc. Mais c'est comme si on vous disait, voilà, il faut tendre vers ça. Donc vous grandissez, vous construisez, même en tant que... Enfin, votre ego va se construire en fonction de ça. Et ça, je pense que vous le savez, mais tout ce qui se passe dans l'enfance, alors il y a plein de théories là-dessus, et c'est super intéressant si vous voulez vous renseigner là-dessus, mais tout ce qui se passe durant l'enfance, et moi j'ai vraiment envie de prendre large, mais comme je l'ai dit juste avant, je vais dire jusqu'aux 15 ans, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui se construisent, alors que ce soit au niveau neurologique, physiologique, mais ensuite au niveau de la personnalité, au niveau des relations sociales, etc. On va dire à peu près plus ou moins jusque 15 ans. Mais en gros, tous vos événements, évidemment les événements qui arrivent après vont aussi vous impacter, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais jusqu'à vos 15 ans, tout ce qui va se passer, tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir, ça va vous impacter, ça va plus ou moins mettre une pierre à votre édifice, et ça va construire petit à petit qui vous êtes. Et en fait, lorsqu'on se construit en tant que personne, donc lorsqu'on grandit, lorsque les années passent, lorsque la personnalité commence de plus en plus à ressortir, à s'affirmer, etc., c'est comme si on nous plaçait, ou on se plaçait soi-même, des étiquettes sur soi. Donc vraiment, prenez les étiquettes, vous voyez très bien les étiquettes qu'on collait sur nos cahiers. Vous mettez des étiquettes sur vous. En fait, c'est comme si vous, quand vous grandissez, vous scotchez des étiquettes comme ça partout sur votre corps, avec des choses écrites dessus. Et sur ces étiquettes, qu'est-ce qu'il va y avoir d'écrit? Il va y avoir des traits de caractère. Alors je mets ça entre énormes guillemets, mais des caractéristiques qui vous définissent, encore une fois, avec beaucoup de guillemets autour de tout ça. Donc en fait, des éléments de votre personnalité, on va dire, des choses qui font que les gens vous identifient, et donc voilà, des traits de caractère, des caractéristiques. Donc si on faisait le même exercice, enfin le même exercice, si on faisait la même chose, donc qu'un objet avait des étiquettes placées dessus avec des traits de caractère, avec des caractéristiques, par exemple sur un vase bleu, on mettrait couleur bleue, on mettrait tel matériau, on mettrait telle taille, on mettrait tel contenant, voilà, quelque chose d'assez factuel. En revanche, nous, c'est beaucoup plus subjectif, parce que là, on vient sur tout ce qui est caractère, et tout ce qui est comportement, et tout ce qui est donc interaction sociale, donc c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus subjectif également. Donc si je prends un autre exemple avec quelqu'un, avec un humain, un être humain, pour être sûr que vous compreniez bien et que l'information passe bien, on va prendre l'exemple de Martine. Ok, donc s'il y a des Martines qui écoutent, désolé, parce que c'est toujours chiant quand il y a notre prénom qui est pris comme ça dans certains exemples, parce que ça nous correspond complètement ou ça nous correspond pas du tout, et dans tous les cas ça peut être énervant. Mais il fallait que je prenne un prénom, j'avais envie de prendre Martine comme prénom. Donc on va imaginer Martine qui a grandi, donc maintenant Martine est adulte, hein, on va dire qu'elle a 30 ans, et en fait, quand elle était plus petite, plus jeune, elle a eu plein d'étiquettes collées sur elle, donc on ne va pas rentrer dans les comment est-ce que les étiquettes se sont collées, je l'ai énoncé rapidement, mais ça a été des étiquettes que
directement et indirectement, ses parents lui ont collé, ses frères et sœurs lui ont collé, ses grands-parents, ses cousins, ses, professeurs à l'école, sa nourrice, ou les assistantes, à la crèche. Ça va être ses camarades de classe en maternelle, en primaire, au collège et cetera et cetera. En revanche, parfois, il y a un peu des étiquettes qui vont être collées les unes sur les autres. C'est-à-dire que si les parents ont mis une étiquette, que les grands-parents ont mis la même étiquette par-dessus, avec le même trait de caractère, avec les mêmes caractéristiques, que à l'école on remet la même étiquette, en fait quand tout ça, ça s'accumule, plus ça va s'accumuler, plus on va s'identifier à cette étiquette. J'arrive avec l'exemple pour que ce soit plus simple, promis. Donc si Martine a grandi avec l'étiquette, Martine est quelqu'un de très gentil, Martine est quelqu'un qui est toujours là pour les autres, qui est adorable et qui est très altruiste. Donc on va dire, voilà, ces quelques étiquettes-là. Martine, elle aura grandi en se disant, ok, mais je suis comme ça en fait. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un d'altruiste, je suis là pour les autres, à l'écoute des autres et je suis adorable. Et puisque Martine a grandi comme ça, c'est peut-être que Martine a eu comme information, donc comme on le disait dans ses différents cadres de vie, enfin en tout cas les différents contextes dans lesquels elle a grandi, c'est peut-être que lorsque Martine était gentille, quand lorsque Martine était adorable, altruiste et à l'écoute des autres, c'est peut-être là où elle a reçu le plus d'amour, où elle a reçu le plus de considération et reçu le plus de feedback et de retours positifs. Et donc du coup, Martine elle-même, dans son cerveau d'enfant, parce que ça commence super jeune ce genre d'informations-là, elle s'est dit, ok, mais en fait, pour que je sois considérée, pour que je sois remerciée, pour voir de la gratitude dans les yeux des autres, pour voir de l'amour, enfin que les autres me donnent de l'amour, me donnent du respect, de la considération, enfin ce que vous voulez, il faut que je sois gentille, il faut que je sois adorable, à l'écoute et altruiste. Et en fait, quand je parle d'étiquette, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, donc il y a vraiment évidemment des traits de caractère, il y a des tendances. Quand on prend des enfants très jeunes, il y a des enfants qui vont être très solitaires, d'autres très à être tout le temps à chercher des interactions. Enfin, évidemment, il y a des choses qui sont présentes depuis super jeune. Mais ensuite, en fait, plus on grandit, plus on va avoir des informations de l'extérieur, de notre environnement, qui vont venir interférer et qui vont venir un peu modifier potentiellement la trajectoire de qui on est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut exprimer. Donc cette idée d'étiquette, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, il y a des choses qui au fur et à mesure vont venir se coller, et en fait, on va se dire, ok, bah, j'ai grandi en me disant que bah, je suis quelqu'un de gentil, adorable, altruiste, etc. Donc en fait, je suis comme ça. Et je suis comme ça parce que c'est en étant comme ça que ça se passe bien avec mes proches, comme je le disais, que je reçois de l'amour, que je reçois de la considération, etc. Et pour revenir à la question de base, est-ce que tu essayes d'être parfait ou est-ce que tu essayes d'être toi? En fait, c'est comme si, quand je parle de perfection, et là, dans cette question-là, être parfait, c'est de rentrer dans un cadre de cocher des cases où justement je suis ce qu'on attend de moi. Et en fait, Martine, dans toutes les situations qu'elle va avoir, peut-être qu'elle va simplement essayer de répondre aux étiquettes, enfin répondre de la manière de ce qui est écrit sur les étiquettes. La syntaxe n'est pas correcte de cette phrase, mais voilà, va essayer d'avoir un comportement qui est cohérent par rapport aux étiquettes qui sont collées sur elle, parce qu'elle s'est identifiée à ces étiquettes. Et donc en fait, Martine, plutôt que d'essayer d'écouter vraiment ses ressentis, ses besoins, ses envies, elle va plutôt automatiquement répondre par ses étiquettes. J'espère vraiment que c'est clair parce que c'est super important et moi je trouve que ça change beaucoup de choses quand on arrive soi-même, alors que ce soit seul ou en étant accompagné par un thérapeute ou enfin par qui que ce soit, de se rendre compte de certains comportements automatiques qu'on a, de réponses automatiques, et de venir chercher certains points qui sont ancrés depuis très longtemps. En tout cas, c'est super libérateur. Et si on reprend encore une fois la question de base, est-ce que tu essayes d'être parfait ou est-ce que tu essayes d'être toi? Quand on dit être soi, qu'est-ce que c'est? En tout cas, pour moi, être soi, c'est suivre ses idées, suivre ses inspirations, ses besoins, ses limites. En fait, c'est s'écouter soi. Ça peut être aussi la petite voix qu'on a dans la tête qui peut se mêler notamment à son intuition, mais qui nous donne des impulsions sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de dire, sur voilà, des envies, des choses qui nous guident en fait, en tout cas dans la vie. Mais pour moi, être soi, c'est ça, c'est vraiment laisser s'exprimer ça, laisser sortir ça, et donc s'exprimer sous toutes ses facettes. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard, parce que c'est être soi, c'est aussi accepter ses paradoxes, et mais voilà, on en parlera plus tard.
Et donc être soi, ça va être s'écouter soi-même et se laisser soi-même s'exprimer. Et ça va être de complètement sortir, alors le mot est un petit peu fort, mais c'est arrêter de subir les injonctions. Donc les injonctions de la société, les injonctions des parents, du conjoint, les injonctions professionnelles, etc. Ou en tout cas d'avoir un niveau d'acceptation des injonctions qui soit propre à vous-même et qui soit dans les respects de vos limites, de vos valeurs, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais on va dire de sortir et d'arrêter de subir la majorité des injonctions dans vos vies. Donc, par exemple, je vais dire un truc super bateau et qui est en train de se déconstruire en ce moment, mais les enfants, les petites filles s'habillent en rose et jouent aux Barbie, et les petits garçons jouent aux voitures et s'habillent en bleu. Donc ça, c'est une énorme bêtise, on va dire, mais c'est des choses qui sont un peu présentes et qui peuvent mettre la pression parfois à certains parents ou à certains enfants parce qu'ils sentent il peut y avoir des jugements, des moqueries, des phrases autour de ça qu'ils vont entendre. C'est un exemple très simple, mais qui est quand même très important et encore d'actualité. Mais c'était pour voilà, vous donner un exemple très imagé. Mais si vous arrivez à sortir de ces injonctions, vous allez aussi réussir petit à petit à sortir de ces étiquettes qu'on vous a mis, qu'on vous a placées sur vous au fur et à mesure que vous avez grandi. Et ensuite aussi de vous détacher des étiquettes que vous-même vous entretenez. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez arrêter d'avoir des comportements qui sont automatiques. Donc si on reprend l'exemple de Martine, c'est ah bah, dès que j'ai quelqu'un qui m'appelle, une amie, un ami, qui que ce soit quelqu'un de proche ou pas, quelqu'un qui va pas bien et qui a besoin de me voir, quelle que soit l'heure, quel que soit le contexte, quelle que soit la personne, quelle que soit la relation que j'ai avec la personne a besoin de moi, je sais que voilà, j'ai cette étiquette, je le sais pas forcément, mais j'ai cette étiquette-là de je suis là pour les autres, je suis à l'écoute, je suis gentille, je suis altruiste. Oh là là, je ne peux pas lui dire, bah en fait il est 23h, là je vais me coucher, donc on en rediscute demain. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est de se rendre compte de certaines choses et de prendre un peu de recul par rapport à ça et s'observer, réagir, s'observer, agir avec les personnes, les interactions que vous avez et voilà, s'il y a des tendances, s'il y a des grandes lignes qui ressortent plus que d'autres. Et si je prends un autre exemple, donc les exemples sont vraiment là pour imager, c'est pour, ouais, pour faire une métaphore ou pour mettre avec d'autres mots ce que je viens d'expliquer de manière très théorique. C'est pas parce que vous êtes dans cette situation-là que vous êtes comme ça. C'est voilà, rien à voir. Il n'y a pas forcément de lien à faire directement. Ce sont juste des exemples pour vraiment expliquer d'une meilleure manière, je l'espère en tout cas, ce que je suis en train de vous raconter. Si on prend l'exemple un exemple professionnel pour que ce soit encore très très factuel, si tous les jours, donc vous êtes censé finir à 17h et que un jour sur deux, votre supérieur vous donne quelque chose à faire à 16h50, et en fait vous êtes quelqu'un qui est très méticuleux, qui est très professionnel, qui est très consciencieux, qui aime bien faire son travail, etc. Tous les 2 jours, votre boss vous donne quelque chose à faire, dernière minute, vous savez très très bien que ça va vous faire terminer en retard, que ce soit de 15 minutes, d'une heure, j'en sais rien, et votre boss le sait également, mais un jour sur deux, il y a cette situation qui revient, voilà, de très 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 fréquemment, et en fait, vous vous dites, bah ok, pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de méticuleux, de professionnel, de consciencieux et que vous aimez faire bien le travail. Donc vous vous dites, mais si je suis comme ça, je dois du coup dire oui, je dois accepter parce que je suis quelqu'un de méticuleux. Ce n'est pas pensable que je refuse une tâche qu'on me donne à la dernière minute, même si ça va me faire finir en retard, parce que je suis quelqu'un qui est très consciencieux, donc ce n'est pas possible que je parte en ayant laissé une tâche non terminée. Sauf qu'en fait, non. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que vous êtes quelqu'un de professionnel, consciencieux, méticuleux, etc., que vous devez systématiquement agir comme une personne méticuleuse, professionnelle, etc. C'est là où on en parlera plus tard, mais on peut en fait être 80% du temps quelqu'un de méticuleux, professionnel, etc. Vous choisissez les contextes, vous choisissez le pourcentage, mais vous pouvez aussi 20% du temps, donc le restant du temps, ne pas être du tout comme ça. Et là, c'est vraiment cette notion de paradoxe, c'est que on n'est pas obligé d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de répondre de la même manière aux choses, aux événements, aux demandes, aux paroles, aux actes qui arrivent en face de nous. On a des traits de caractère, il y a des choses qui sont
comme on pourrait dire, c'est plus fort que moi, mais en réalité, non. Il y a des choses, c'est simplement qu'on a grandi en apprenant que cette réaction sera la meilleure, donc d'où l'idée de perfection, d'être parfait. Est-ce que tu essayes d'être parfait ou est-ce que tu essayes d'être toi? Et en fait, j'essaye de donner la meilleure réponse à ce qu'on vient de me demander, à ce qu'on vient de me dire, à ce qu'on vient de me faire, parce que j'ai appris que la meilleure réponse, c'était ça. J'espère vraiment que je vous ai pas perdu, parce que j'ai l'impression que j'ai donné beaucoup, beaucoup d'infos et plein de choses qui se croisent. Mais voilà, en fait, je pense que cette question de est-ce que j'essaye d'être parfait ou est-ce que j'essaye d'être moi, encore une fois, ça à remettre dans le contexte. Il y a des périodes de vie où on est obligé de faire avec les règles du jeu qu'on a, on est obligé de faire avec les contraintes, avec les injonctions, avec ces fameuses cases à cocher ou ces fameuses attentes pardon, auxquelles il faut répondre. Donc il y a vraiment pas du tout de culpabilité à avoir. Des fois on a des cadres et des périodes de vie qui ne nous permettent pas, ou qui nous permettent très peu seulement, de pouvoir vraiment être nous-mêmes, etc. Mais posez-vous la question. Selon les cadres de vie, peut-être que c'est plus facile pour vous de raisonner et de vous poser la question par rapport à ça dans le contexte pro ou au contraire dans le contexte personnel. Et ce que je vous conseille aussi par rapport à cette question, c'est de voir dans certains moments quand, par exemple, on vous dit quelque chose, ou on vous demande quelque chose, ou il y a une action qui se passe, ou voilà, il y a un événement particulier, voyez s'il y a une espèce de différence et un décalage entre la première notion qui vous vient en tête, la première chose que vous voulez répondre, la première chose que vous voulez faire, la première idée qui vous vient, et ce que vous faites en réalité. Donc bien sûr que oui, parfois il faut tempérer son impulsivité, c'est mieux, on va dire, dans les interactions sociales, mais essayez de voir si parfois votre collègue vous dit quelque chose, vous voyez qu'il y a cette idée-là, ou cette réponse-là, ou cette phrase-là qui vous vient, mais que vous dites, ok, non, je peux pas dire ça, c'est pas possible, et vous répondez autre chose, et que vous faites autre chose, et que vous partagez une autre idée, ou que vous ne partagez pas votre idée, que ce soit quelque chose de positif ou négatif, hein. Parfois, on se met aussi des freins sur des trucs ultra positifs. Essayez de voir, et ça vous aidera aussi à comprendre s'il y a des choses auxquelles vous êtes en train d'essayer de répondre, donc ces fameuses attentes et ces cases à cocher, ou est-ce que vous laissez un peu plus de place à votre spontanéité et donc à vous exprimer vous-même. La deuxième phrase, ça va être un peu moins long parce que en fait tout ce qu'on vient d'expliquer là, ça va vraiment faire sens aussi par rapport à cette phrase-là. Mais la phrase que j'avais lue, c'est un peu plus récemment ça. Si tu ne prends pas le temps de te connaître, tu finiras par absorber la définition que les autres se font de toi. Donc là, on est clairement sur cette idée des étiquettes. Donc, et on peut reprendre l'exemple de bah, Martine, elle est toujours super gentille, elle est toujours là pour les autres, elle est très altruiste. En fait, si moi-même je ne prends pas le temps, enfin, ou Martine, mais si on ne prend pas le temps de vraiment se connaître, de se découvrir dans différents contextes, d'expérimenter des choses, de découvrir des facettes de sa personnalité, de s'observer, on peut beaucoup plus facilement rester dans les étiquettes qui sont collées sur nous. Alors qu'en réalité, chaque personne, mais vraiment chaque personne, est pleine de ressources et pleine de facettes et pleine de paradoxes. Donc en fait, on est vraiment comme des boules disco, là, des boules à facettes, et selon la personne qui va être en face de nous, selon le contexte dans lequel on va être, selon l'environnement dans lequel on va évoluer, etc., on peut montrer différentes facettes de notre personnalité, ou en tout cas, si on reprend la boule à facettes, la boule peut un peu tourner, un peu plus sur la gauche, un peu plus sur la droite, et on va avoir plutôt une face en tout cas un côté ou l'autre côté. Et ça, je trouve que c'est ultra important et très libérateur d'accepter qu'en fait on est donc plein de paradoxes et qu'il y a toutes ces facettes-là de notre personnalité qui peuvent s'exprimer selon les contextes. Et en fait, ça va être d'accepter que je peux être ça et ça. Je ne suis pas ça ou ça. Je ne suis pas gentille ou méchante, je ne suis pas altruiste ou égoïste, mais je suis altruiste et égoïste. Je vais être altruiste dans certains contextes, je vais être altruiste avec certaines personnes quand j'en ai envie, etc. Mais je vais aussi être égoïste dans certains autres contextes. Et puis selon le point de vue, en fait, je pourrais être, sembler et paraître d'un côté altruiste et d'un côté égoïste. Ces notions, il y a
énormément de personnes qui en parlent, mais c'est autour de tout ce qui est polarité. C'est en fait que si on parle d'une température, la température peut être froide ou peut être chaude, mais selon le référentiel, selon plein de choses, en fait, on parle de la même information. L'eau est froide, l'eau est chaude, on parle de la température. Et ensuite, c'est comme si on divisait en deux, que c'est tout blanc ou tout noir, que tout est oui ou non, que la température elle est forcément que froide ou que chaude, alors qu'en réalité c'est toujours un peu plus complexe que ça. Pour nous, en fait, en tant que personne, en tant qu'humain, c'est exactement la même chose. Et quand je dis on est plein de paradoxes, et c'est important, et je pense que c'est essentiel pour s'épanouir pleinement, le plus possible en tout cas, d'accepter ces paradoxes et d'accepter d'être ça et ça, d'être accepté d'être blanc et noir, d'accepter d'être oui et non. Et quand on fait ça, on se détache énormément des étiquettes parce qu'on arrête justement de se dire ah bah moi je suis gentil donc je dois être gentil avec tout le monde. J'ai pas le droit. Enfin quand je dis j'ai pas le droit, c'est vraiment un discours qu'on va avoir en interne, hein. Il y a personne qui va. Enfin là dans ce contexte-là, c'est personne qui va me dire ça, mais je ne vais pas me dire, je dis je, mais on parle de Martine, enfin, c'est voilà, c'est pour que ce soit plus simple en termes de conjugaison, sinon je dis n'importe quoi. Mais voilà, si je me dis je suis gentil, je ne peux pas me permettre d'être autre chose que gentil, parce qu'en fait, la gentillesse, être gentil, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes caractéristiques, ça fait partie de ma personnalité. Si j'arrête d'être gentil, je ne suis plus moi. Mais si je ne suis plus moi, je suis qui, je suis quoi. Donc on va un peu dans des choses plus profondes et plus philosophiques, mais c'est vraiment ça. Et en fait, quand on accepte les paradoxes, quand on embrasse toutes les facettes de sa personnalité, ça veut dire qu'on commence à comprendre que, en fait, oui, je suis gentille, je sais être gentille, mais je sais aussi ne pas être gentille, donc être méchante, pour prendre des exemples avec des mots simples et enfantins qui se contredisent. Et donc, se connaître, c'est quelque chose qui est donc pour moi super important et c'est surtout quelque chose qui s'apprend. Comme on le disait, c'est quelque chose où en fait on va faire un gros travail de déconstruction de plein de nos comportements, que ce soit comportements externes avec les autres, mais comportements en interne en fait, dans notre discours interne, dans notre schéma de pensée. Il y a des choses qui vont se déconstruire petit à petit une fois que vous mettez de la conscience dessus. Si vous vous rendez compte, comme Martine, que vous avez grandi et qu'on vous a dit qu'en gros, il fallait être gentil pour être aimé, je raccourcis énormément, énormément, mais que voilà, vous êtes quelqu'un de gentil. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte de ça, si vous travaillez sur vous, que vous vous renseignez, que vous êtes à votre écoute, que voilà, que plein de choses, que vous commencez des thérapies, et vous allez vous rendre compte que, en fait, mais ok, mais je peux ne pas être gentil tout le temps, en fait. Il y a des contextes où je n'ai pas à être gentil, si j'ai pas envie d'être gentil, je peux ne pas l'être. Et du coup, j'accepte que je suis gentille, mais je suis aussi méchante. Et en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. D'où le nom du podcast Apprends-toi, parce que c'est apprendre à se connaître ou réapprendre à se connaître, mais apprends-toi, ça sonne beaucoup mieux que réapprends-toi, je trouve. Mais donc c'est quelque chose qui va vraiment s'apprendre au fil du temps, au fur et à mesure des expériences que vous allez vivre, des rencontres aussi que vous allez faire, parce qu'il y a vraiment des gens qui vont venir vous challenger sur certains points, que ce soit en positif ou en négatif. Encore une fois, c'est très polarisé quand je dis positif ou négatif, mais c'est pour que vous compreniez l'idée globale. Il y a des gens que vous allez rencontrer qui vont énormément vous faire grandir, évoluer d'une manière qui vous va, où vous sentez que la personne vous tire vers le haut et que c'est plutôt positif. Il y a d'autres personnes qui vont vous challenger, ça va être plutôt négatif dans l'expérience que vous allez traverser. Par exemple, au travail, ça se passe mal avec votre responsable, mais ça va également vous faire apprendre des choses sur vous et ça va vous aider à mieux vous connaître. Et ça va aussi dépendre de le fait de se connaître au fur et à mesure du temps, soi-même mieux. Ça va dépendre aussi de l'ouverture que vous avez face au challenge justement de la vie et aussi le fait d'accepter, d'évoluer et de changer. Ça, on en parlera plus tard aussi. Mais pour enlever ces étiquettes ou pour se détacher de ces étiquettes ou pour les décoller un peu de soi, il faut déjà aussi accepter qu'on va changer. Il y a des choses qui vont changer dans notre comportement, il y a des choses qui vont changer autour de nous parce qu'on va potentiellement changer de comportement. Donc ça, c'est encore autre chose, mais voilà. Et par rapport à cette deuxième phrase de si tu ne prends pas le temps de te connaître, tu finiras par absorber la définition que les autres se font de toi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les interactions sociales, tout est question de posture. C'est-à-dire qu'en fait, les autres, donc les personnes en face de vous, vont avoir une image de vous qui va être quand même tronquée selon la posture que vous adoptez, selon la posture que vous avez avec elles.
Par exemple, moi, je ne vais pas avoir la même posture avec mes patients, avec mes parents ou avec mon frère dont je suis très proche, et c'est normal. Ce n'est pas que je ne suis pas la même personne, je ne suis pas schizophrène, en tout cas pas à ma connaissance, je n'ai pas encore été diagnostiquée, mais je ne vais pas exactement avoir la même posture, dans le sens où je ne vais pas me tenir physiquement pareil, je ne vais pas avoir la même distance avec les gens, je ne vais pas forcément parler de la même manière, je ne vais pas faire ressortir certains traits de ma personnalité parce que ça n'a pas lieu d'être, à mes yeux en tout cas. Ça, c'est quelque chose que tout le monde vit au quotidien. J'imagine que si vous êtes parent, vous devez complètement le ressentir. Vous n'allez pas avoir la même posture et le même... ouais, je ne sais pas quoi utiliser comme autre mot au cas où vous ne compreniez pas cette idée de posture, mais vous n'allez pas endosser le même rôle, endosser la même... Enfin, enfiler la même casquette, endosser la même cape quand vous êtes avec vos enfants ou quand vous êtes avec vos meilleurs copains en train de faire un karaoké. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée. Vous n'allez pas avoir la même posture et c'est normal. Donc en fait, les gens qui sont en face de vous, donc dans la phrase on dit tu finiras par absorber la définition que les autres se font de toi, c'est que par exemple, vos collègues vont pas avoir la même image de vous que vos amis proches ou vos amis d'enfance. Et c'est assez normal. Il y a des choses logiquement qui peuvent se recouper, se croiser, et il y a plein de parallèles qui peuvent se faire, mais ce ne sera pas exactement la même image. Donc ces personnes-là vont avoir leur prisme de vision par rapport à vous, donc vont vous voir depuis un certain angle, mais ça reste une image qui est figée de vous. Donc le but, c'est de ne pas vous laisser piéger, de ne pas vous laisser enfermer par cette image-là, parce que cette image-là ne vous définit pas. C'est pas parce que vos collègues vous disent que vous êtes quelqu'un de ultra sérieux et carré que vous êtes obligé de l'être dans tous les pans de votre vie. J'espère que, encore une fois, j'espère que c'est clair. Donc voilà, cette phrase-là, c'est complètement dans la continuité de la première question. Troisième question, qui est elle aussi vraiment dans la suite logique et dans la continuité. Qui es-tu lorsque personne ne t'observe? Ça, vous êtes peut-être déjà tombé sur cette question parce que je l'ai vu énormément passer les derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est quand tu n'as pas forcément d'étiquette à porter, ou en tout cas que tu n'as pas d'étiquette que tu dois respecter. Si tu écrit, si tu as mis l'étiquette gentil sur toi, quand il y a personne et que tu dois pas être gentil parce qu'il y a personne en face de toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Quand tu n'as pas de posture à respecter, quand tu n'as pas de rôle à jouer, de cap, enfin de cap ou de casquette à endosser, est-ce que tu agis différemment? Oui, c'est sûr que tu agis différemment, encore une fois, c'est normal, parce que les interactions sociales, le but c'est que ce soit une interaction, c'est-à-dire que c'est entre deux personnes, et selon la personne qui est en face de toi, ce ne sera pas la même interaction. Donc évidemment, quand il n'y a personne qui t'observe, tu feras les choses différemment, mais ce qui peut être intéressant, c'est vraiment que tu demandes, ok, mais en fait, en quoi est-ce que je fais les choses différemment, que je dis les choses différemment, que je bouge différemment, que mon mood, que mon état d'esprit est différent, en quoi est-ce que c'est différent et comment c'est différent, comment ça change, comment ça évolue, comment ça bouge. C'est ça, je pense, qui est vraiment intéressant, d'où la question qui es-tu lorsque personne ne t'observe. Et cette question, elle permet aussi de voir, je pense, en quelle mesure le regard des autres te freine, en quelle mesure, à quel point le regard des autres, leur avis, leur jugement potentiel peut peser sur tes épaules et peut t'empêcher de faire telle chose, ou au contraire, te pousser, t'obliger à faire tel ou tel choix. Encore une fois, un, pas de culpabilité, de deux, évidemment que le regard des autres pèse sur les épaules de tout le monde, mais après, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fige, quelque chose qui vous stoppe complètement, qui vous paralyse, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous pousse, parce qu'il y a des gens chez qui ça va être plus vécu comme un encouragement, ou est-ce que vous sentez que ça vous pèse, mais vous faites quand même les choses que vous vouliez faire, vous suivez vos envies, vous suivez vos besoins, vous suivez vos inspirations, vos idées, etc. Vous continuez à être dans l'élan de ce que vous vouliez faire, mais le regard des autres, vous le sentez quand même, enfin vous sentez la présence du regard des autres. Et vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que vous vous dites souvent, ah non, je peux pas faire ça. J'ai envie de faire ça, mais je peux pas. Je peux pas, ça se fait pas envers telle personne, par rapport à telle situation, je ne peux pas. Ça vous montrera aussi à quel moment, dans quel genre de situation vous vous empêchez de faire les choses
encore une fois, parfois, par respect, respect des limites des autres, par respect tout court, on doit se freiner, on doit se dire: «Bon là non, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas la meilleure idée maintenant, c'est pas le bon contexte». Mais voilà, à quelle fréquence est-ce que ce genre de réflexion de «Ah non, je peux pas faire ça» reviennent? À quelle fréquence? Est-ce que c'est surtout avec certaines personnes ou avec une personne en particulier? Est-ce que voilà, c'est plus essayer de voir les variations de ces phrases-là et ouais, observez-vous quand il y a personne. Est-ce que vous vous autorisez plus de choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous autorisez quand vous êtes seul? Donc que vous avez remarqué, j'en sais rien, de danser par exemple. Quand vous êtes seul, vous mettez la musique à fond, vous dansez. En revanche, dès qu'il y a des gens autour, vous n'arrivez pas à danser, vous n'arrivez pas à bouger votre corps, vous vous sentez jugé, vous vous sentez, épié. Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous vous sentez suffisamment proche ou est-ce qu'il y a des contextes que vous avez en tête, des environnements, où vous vous sentiriez capable de reproduire ce que vous faites seul, mais avec d'autres personnes, dans un autre contexte? Ça peut être aussi ce genre de questionnement que vous pouvez vous poser pour aussi apprendre à un peu vous autoriser à être ce que vous êtes quand vous êtes seul, à être également et à faire avec d'autres personnes. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Et enfin, quatrième question, on l'a déjà énoncé tout à l'heure, mais est-ce que tu t'autorises vraiment à changer et évoluer? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toute cette histoire d'étiquette, de rôle, de posture, ça va aussi être une place qu'on a et qu'on prend auprès des autres et par rapport aux autres. C'est-à-dire que Martine, si on reprend l'exemple de Martine, qui est toujours là pour les autres et qui est gentille, est-ce que Martine, demain, si elle arrête d'être gentille, est-ce que ça lui fait pas peur de ne plus avoir ce même rapport-là aux autres? C'est-à-dire que peut-être que Martine, alors inconsciemment, hein, là c'est très simple quand je le dis, parfois ça prend des années avant de déconstruire ça, mais est-ce que Martine, elle ne se dit pas, ah oui, mais en fait, là, si j'arrête d'être aussi gentille, si j'arrête de prendre ce rôle de gentil auprès des autres, mais les autres, ils vont m'oublier en fait. Je ne vais plus exister. Si c'est pas à moi qui pense à 23 heures quand ils vont pas bien, ils se disent, oh, qui est-ce que je peux appeler, je me sens pas bien, oh, je vais appeler Martine parce qu'elle est gentille, elle va répondre, elle va m'aider. En fait, si les gens n'ont plus ce réflexe-là, mais comment je vais exister à leurs yeux? Qui je vais être à leurs yeux? Comment je vais pouvoir être auprès d'eux, être dans leur vie, participer à leur vie, etc., si je n'ai pas cette place-là. Et donc du coup, la question c'est est-ce que j'accepte, donc là on parlait de Martine, mais de manière générale, par rapport à un sujet ou un autre, est-ce que j'accepte que ma place auprès des gens change? Est-ce que j'accepte qu'il y ait un changement autour de tout ça, que potentiellement j'ai des choses autour de moi qui changent aussi parce que justement je vais changer de comportement? Et changer soi, ça passe aussi par changer ses habitudes. Donc ça se fait petit à petit. Des fois, il y a des changements drastiques du jour au lendemain, mais des fois, c'est des choses qui se font de manière beaucoup plus progressive. Mais changer ses habitudes, ça peut être changer son rythme de vie, changer ses habitudes alimentaires, changer ses habitudes autour du sommeil, changer son entourage. Parce que comme on vient de le dire, quand il y a des choses de votre comportement, de vos pensées que vous déconstruisez. Parfois, il y a des relations qui se renforcent. Parfois, il y a des relations dans lesquelles vous vous éloignez des personnes ou bah, vous ne parlez plus à telle ou telle personne. Enfin, ça peut énormément bouger, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, encore une fois. Est-ce que donc changer ses habitudes, ça va être aussi changer de travail, ou en tout cas changer d'environnement de travail, changer d'équipe, enfin voilà, qu'il y ait des changements autour de tout ça. Et comme on l'a dit plusieurs fois aussi, les habitudes, ça va être aussi les pensées que je me, enfin tout ce que je me dis, mon discours interne, les pensées que j'entretiens, vraiment tout ce qui se passe moi dans ma tête quand je vais changer. En fait, si je m'autorise à changer, ça veut dire qu'il y a tout ça qui va changer aussi. Quand on dit changer, ce n'est pas forcément je me lève un matin, j'ai changé de travail, j'ai divorcé, j'ai vendu mes enfants, c'est horrible. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose qui est drastique comme ça. Ce sont pas des changements qui se font en quelques heures. C'est des choses qui se changent sur des mois, des années. Et parfois, il y a un premier changement dans moi, mes pensées. Ok, en fait, j'arrête de réagir comme ça. J'arrête de me dire que il faut absolument que je fasse les choses parfaitement. Déjà, fais les choses, essaye, découvre, tente, permets-toi de faire des choses que tu ne t'autorisais pas à faire parce que tu avais peur que ce soit pas parfait. Et ensuite, il y a certaines de mes habitudes de vie, des choses dans mon quotidien. Je vais essayer de faire de nouvelles activités, etc.
et ça va être petit à petit. Donc, est-ce que vous êtes prêt aussi à changer vos habitudes dans tel ou tel domaine? C'est vraiment cette question, ces deux questions-là, en fait, moi, que je trouve. La grande question, c'est est-ce que tu t'autorises vraiment à changer et évoluer? Mais les sous-questions, ça va être est-ce que tu es prêt à changer tes habitudes dans n'importe quel domaine? Et est-ce que tu acceptes et est-ce que tu es prêt à changer la place et changer ouais, la posture que tu peux avoir auprès des autres? Et ça peut vraiment faire peur. Et il n'y a pas forcément de réponse à donner enfin, instantanément, mais je pense que d'en avoir conscience, ça permet de mieux comprendre parfois ce qui nous freine avant de prendre des décisions, avant de changer certaines choses. Bon, vous comprenez pourquoi j'ai voulu scinder l'épisode en deux. C'est déjà suffisamment dense là, je pense. J'espère que c'était quand même digeste et que ça aura bien résonné. En tout cas, que les bonnes choses ont résonné au bon endroit chez les bonnes personnes. C'est vraiment ce que je souhaite. Dites-moi s'il y a une question qui a résonné plus particulièrement par rapport à la phase de vie dans laquelle vous êtes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a parlé plus? Vous pouvez m'écrire sur Instagram, il y a tous les liens qui sont dans la description de chaque épisode et dans la description du podcast. Normalement, vous avez accès à tout ça assez facilement, à toutes les infos supplémentaires à propos de la chiro, etc. Donc n'hésitez pas à me dire. Et encore une fois, si vous pensez que l'épisode peut aider des proches à vous, donc des amis, de la famille, votre amoureux, votre amoureuse, vos collègues, si vous voulez faire passer des messages subliminaux, n'hésitez pas à leur partager l'épisode, leur parler du podcast. Et voilà, surtout, faites-vous plaisir là-dessus. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec la deuxième partie, avec d'autres questions, d'autres phrases. J'espère que vous aurez eu le temps de digérer déjà tout ça et j'espère que vous passerez une très belle semaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve mercredi prochain. À très vite!